Storia Nostrale, l'histoire de la Corse et des Corses, avec Lisa Doraggio et ses invités, tous les jours à 18h15 sur Alta Frequenza. Bonjour, bienvenue dans Storia Nostrale et pour une nouvelle saison en votre compagnie. Et nous allons explorer un domaine que l'on n'explore pas, on peut le dire, forcément de manière évidente en histoire. On va parler de foot et aujourd'hui on va parler de foot en compagnie de Maître Lucien Féli. Bonjour. Bonjour. Alors, on va tout d'abord présenter vos casquettes en fait, puisque c'est un milieu que vous connaissez très bien et c'est pour cela que vous allez, durant ces quelques semaines, être notre invité. Alors, pourquoi le foot ? Bon, moi, mon rôle dans ce type d'émission, c'est d'essayer d'extraire ce qu'on a vécu, parce que c'est un vécu, puisqu'on nous demande de revenir sur l'histoire de ce football corse, ce qu'on a vécu de l'extérieur et en plus de l'analyser par rapport à ce qu'on a vécu ailleurs, c'est-à-dire sur le plan général de la société corse et tout. Il y a un lien extraordinaire entre les deux évolutions. Moi, j'ai vécu le football de chaque côté de la Méditerranée, comme on faisait nos études à l'époque à l'extérieur. J'ai joué là-bas, j'ai joué à un certain niveau. On ne pouvait pas à la fois faire du football et faire ses études. J'ai choisi les études, mais bon, tout était possible. En plus, le football était déjà une passion dans l'île et l'été... j'ai participé à l'aventure extraordinaire du football des villages, dans un village qui n'est pas n'importe lequel, Basté, les gars, qui était le test des clubs ajacciens. Et qui était un grand village à l'époque. Un grand village, toujours d'ailleurs. Avec une équipe qui était quand même une solide référence dans toute la Corse. Alors, à Paris, j'étais à Paris à l'époque en cadet, quand les cadets corses étaient venus, je me souviens, étaient venus en Corse. Les cadets de Paris étaient venus en Corse plus tôt et ça a été très intéressant le retour à Paris des cadets de Paris quand ils avaient joué en Corse. Donc j'ai vécu aussi cette période, une des premières périodes d'expression du football corse dans les championnats. Et puis après j'ai vécu bien sûr l'épopée, l'apparition du Gazélec, du Sporting, etc. Donc l'histoire du football corse, je l'ai vécu. Alors moi j'avais des fonctions aussi à la fédération à un moment donné, à la Fédération française de football. Commission des statuts et règlements, commission de discipline. J'ai organisé des tournois internationaux d'avocats qui montrent à l'évidence que j'ai voulu lier le métier que j'avais et le football. On peut dire que vous avez été à la fois acteur, observateur, et puis finalement vous avez contribué aussi en Corse à recréer, mais ça on va en parler de la Squadra Agours, bien sûr. Tout à fait. Après j'ai été président d'un club à Paris, dans la région parisienne, gros club, qui avait des ambitions, mais après bon, ça c'était plus compliqué qu'il ne paraissait. Et surtout j'y ai joué un peu partout et fondé les Variétés Club de France, qui était un lobby assez important. Ça c'est important. Et après, pour continuer finalement, pourquoi j'ai continué à avoir une activité dans le football, un club à Ajaccio, un petit club de formation, on s'est énormément investi pendant des années par rapport à la jeunesse. Et à Paris, au Palais de Justice, où je suis président du football club du Palais de Justice de Paris. Vous voyez, je joue la carte football sans mélanger le football et le reste de la vie, parce que j'ai quand même aussi des activités professionnelles très intenses. Bien sûr. Et une activité politique qui a été aussi très intense, et je garde un œil très important sur le lien entre l'un et l'autre, les uns et les autres. Alors, tout au long de cette semaine, on va présenter un petit peu ces émissions, parce que c'est vrai que c'est étonnant finalement de parler de football dans une émission d'histoire, mais il y a beaucoup à dire. Et l'histoire du football corse, on peut le dire, est très riche. C'est une richesse extraordinaire. Lorsque l'idée de cette émission m'a été proposée, j'ignorais, j'ai pas pris la mesure de l'extraordinaire richesse en hommes. Et là, il faudra surtout éviter d'en oublier quelques-uns, des Corses qui ont traduit par le football les caractéristiques spécifiques de notre communauté, qui est extraordinaire, les clubs qui sont mis en mouvement, en place, la discrimination dont on a été l'objet. Si vous voulez, j'ai constaté un parallélisme de forme entre l'évolution du football et l'évolution de la société corse. Et surtout dans l'histoire entre les deux guerres, la première guerre, la seconde guerre, l'émergence du football corse comme un vecteur puissant, profond, personne ne l'avait conceptualisé, de l'affirmation identitaire de la Corse. Et puis le football corse, c'est aussi un football qui est éminemment méditerranéen. Voilà, s'inscrivant dans l'ère géographique de cette île, la Méditerranée, l'épopée du Sporting Club de Bastia et du Gazélec et la présence des grands clubs comme l'ACA montrent à l'évidence que la Corse a une puissance dans le milieu du football qui n'a pas toujours été bien perçue de l'autre côté de la Méditerranée, mais qui s'apparente un peu
à ce qui s'est passé par exemple en Sardaigne en 70 quand l'équipe de Cagliari a été championne d'Italie. C'était une véritable révolution en Sardaigne. La Corse, lorsque le Gazélec a conquis ses 4 titres, a vécu une épopée extraordinaire aussi. La Corse a toujours vécu en méditerranéen, en latin, en super latin, je dirais, son rôle de peuple de football. Lucien Fellon, on se retrouve demain et demain on va évidemment rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va parler des prémices d'une passion en Corse, la passion autour du football. À demain, merci. Au revoir. Merci. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour cette 2e émission consacrée au football et je suis toujours en compagnie de maître Lucien Fellon. Bonjour. Bonjour. Alors hier on a parlé de votre rôle, on peut dire de votre passion personnelle pour ce milieu. Aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des prémices, les prémices d'une passion. Finalement, quand est-ce que le football vient à la Corse, si on peut dire? Bon, le football se projette dans les sociétés occidentales déjà à la fin du 19e siècle, mais surtout au début à partir de 1900. Alors ce qui est très intéressant, c'est en faisant quelques recherches sur ce dossier, on s'aperçoit qu'il y a des analogies aussi entre ce qui se passe en Corse et ce qui se passe à l'extérieur. Le paradoxe de tout, c'est que ce sont des gens, certainement des navigateurs, des gens qui étaient venus en Corse. C'est que celui qui importe le football, la FIFA, dans ce qu'elle est aujourd'hui, a été créée au début, en 1904. Alors ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'un dénommé Jacotin importe le football à Ajaccio par le stade ajaccien, c'est celui qui ouvre le bal en quelque sorte, et à Bastia, un Suisse, Ruesch, qui lui vient de Catalogne, inspiré certainement par le football catalan déjà, qui fonde le Sporting Club de Bastia. Et là démarre la création au début du XXe siècle de clubs qui se mettent en place tout doucement. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que les stades, c'est des stades, tout ce qu'il y a de plus invraisemblable. On imagine. Place du Diamant, place Saint-Nicolas, devant c'est central quand même déjà, hein. Ça prend une position centrale dans la ville. Hein. C'est au centre, il y a un lampadaire qui sert de partenaire le cas échéant. On joue même au billard dans ce cas-là. Les buts, c'est des ficelles. Je crois que le vestiaire à Ajaccio, c'est le café des sports et c'est le but. De l'autre côté, c'est le long de l'hôpital. Vous avez un démarrage avec des moyens qui sont très limités, mais une passion qui se met en place pour le football. Avec des clubs qui se mettent en place aussi à Corté, un petit peu partout. L'ACA qui se met en place très rapidement aussi, qui se fusionne avec un GSA, 2 clubs GSA. C'est intéressant sur Ajaccio aussi ce qui s'y passe. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a des fusions, il commence à y avoir une passion qui se met en place. C'est une terre méditerranéenne, incontestablement. Il y a une passion qui se met en place dans l'île. Et là, se crée la Ligue Corse de football. Alors, c'est à peu près en quelle année, justement, que finalement la mayonnaise prend et que cette passion est en train on peut le dire, de transporter un petit peu les foules? 1919-1920, il y a un championnat qui se met un petit peu en place avec premier championnat avec 4 équipes, Sporting, USC, JSA et ACA. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce premier championnat, déjà, n'échappe pas à le caractère bipolaire du Nord et du Sud, mais... Il y a déjà des tensions, on peut dire. Oui, le campanilisme, allez. Qui ne devait pas déplaire, je dirais, à qui en quelque sorte, se réjouit de nos tensions internes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que se sont joints assez rapidement d'autres clubs, l'Étoile filante de Bastia, le Gallia, et des clubs, je crois, le stade ajaccien qui rentre aussi... En tout cas, le football se met en place en Corse, la passion est déjà là, la Ligue Corse de football, avec lequel j'ai oublié de dire tout à l'heure, qui fait un travail considérable avec ses présidents successifs, là actuellement... Je me rends un petit hommage à ce qui se passe en ce moment, parce qu'il y a un travail considérable qui est fait sous l'égide du président Morakine, et moi, je suis vice-président de cette ligue. On se rend bien compte qu'il y a un travail qui a été fait en profondeur. En tout cas, en 27, elle se met en place et elle a un certain nombre de clubs qui sont adhérents à la Ligue Corse de football. On est en 1927-29. On s'approche effectivement des périodes intéressantes. Quelques Corses qui partent à l'extérieur. Déjà à cette époque. Oui, il y a une exportation de bons joueurs qui partent à l'extérieur. Intervient la Première Guerre mondiale, et il faudra attendre l'après-guerre pour que se remette en mouvement un véritable championnat et une coupe, et des rencontres amicales avec des équipes de l'extérieur. C'est là où c'est très intéressant. Il y a des équipes de l'extérieur qui viennent jouer en Corse. Déjà, il y a
Mais par contre, le championnat de Corse, c'est un championnat simple. Alors, c'est un championnat qui est rude, qui est solide. Il y a des tensions. C'est vraiment être champion de Corse. Et déjà, justement, avant la période, on peut le dire, d'après-guerre, donc d'après la Seconde Guerre mondiale, C'est déjà ça. avant, dans les prémices, on a oui. déjà finalement un petit peu une vue de ce que sera le championnat corse tel qu'il existe aujourd'hui. C'est une excellente matrice. Ce championnat de division d'honneur, ce qui fait qu'il viendra, le championnat de division d'honneur, est une matrice extraordinaire. On s'en rendra compte assez vite. Il y a une poule du Nord, une poule du Sud, bien sûr, vous avez compris, avec des rencontres amicales avec des équipes étrangères. Je me crois qu'à un moment donné, la Coupe de France s'ouvre à la Corse. Alors la Coupe de France s'ouvre à la Corse, et là aussi, on commence à s'apercevoir que les Corses c'est des gens sérieux à prendre en considération. Et alors là, un élément personnel que j'ai très bien connu, c'est comme on jouait au football à l'époque, on était jeunes, on s'intéressait beaucoup à cette catégorie qu'on appelait les cadets corses. Vous voyez, les cadets corses, c'était un peu maillot tout blanc avec la tête de Maure, c'était l'expression identitaire qui partait jouer à l'extérieur. Et pendant toute une série d'années, nos cadets corses, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ont été en demi-finale, donc étaient au sommet en quelque sorte des cadets sur le plan français. Lucien Fell, merci. On se retrouve demain, puisque demain on va continuer évidemment à remonter le temps et à parler football à demain. Merci. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour cette 3e émission de la semaine. Nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Maître Lucien Fell. Bonsoir. Voilà, je parlais des cadets corses autour des années 50, 55. Dans ce débat, il est impossible de ne pas oublier tous les noms qui ont commencé déjà à sortir de cette aventure extraordinaire du football corse. Ce qui est certain, c'est que les clubs s'étaient organisés. Je crois que le stade Jean-Louis, qui est un peu marécageux, c'était déjà le stade de la CA. À Bastia, après avoir joué à la Citadelle et devant... Il jouait sur la place Saint-Nicolas, la Citadelle, devant la place d'Armes. Je crois qu'ensuite, Corté a eu aussi son club, Vignette a servi. Bon, on se met en place tout doucement, les moyens sont toujours modestes, la passion est intense, immense, les conflits, cette espèce d'émulation qui joue à l'intérieur de l'île forment des joueurs de tempérament qui ont effectivement toutes les caractéristiques des peuples latins, voire même sud-américains, comme certains journalistes. On peut se poser aussi une question, est-ce que l'implantation finalement du football se fait aussi bien dans le rural que dans les villes? Tout à fait. Alors, les villages s'y mettent. Il n'y a pas que les centres urbains qui s'y mettent. Les villages s'y mettent. Je crois que l'été, puisque les Corses étaient pratiquement remontés dans leurs villages respectifs, il y avait des derbies extraordinaires. Moi, j'ai commencé très tôt aussi à jouer. Et je me souviens que dans les villages, les matchs de toutes ces petites rivalités internes étaient d'une intensité extraordinaire. Il s'agissait d'aller gagner dans le village d'à côté. Mais ça a formé des joueurs de tempérament. C'est un peu la matrice qui a formé le football corse. C'est celle-là, la matrice du football corse. D'ailleurs, les joueurs étaient pratiquement issus il y avait beaucoup de joueurs corses qui ont commencé à s'exporter. Alors, ce qui est intéressant, c'est la Coupe de France. La Coupe a commencé à ouvrir au club corse, mais c'était vraiment des petites ouvertures, et la Coupe nationale des cadets. Et là, commence aussi à s'exporter des joueurs de talent comme Jean-Jean Martialis, Jean-Louis Tétard, Lulu à Corse. Et j'en oublie forcément Caval, qui est à Marseille, mais tout ça, c'est une période où le football corse commence à s'exporter parce que les clubs qui viennent faire des matchs amicaux perçoivent effectivement des véritables pépites de tempérament, des joueurs techniquement très forts parce qu'on joue beaucoup mieux sur des stades comme ceux qu'on avait avant parce qu'il fallait faire très attention. Là, actuellement, on joue sur des tapis. C'est véritablement, il suffit de voir un match en Angleterre, c'est comme, on peut presque jouer au billes dessus. C'était quand même plus difficile à l'époque. Voilà. C'est assez étonnant. Finalement, compte tenu des moyens, il n'y a pas d'aide, on peut le dire, au football, qu'il s'implante autant, qu'il arrive justement à finalement être une matrice pour l'arrivée de joueurs et on peut dire l'exportation de joueurs corses. C'est ça, les villages ont joué un rôle important de Corse aussi, dans chaque village. Bon. Puis bon, il y a peut-être le sport dans lequel les Corses se sont le plus vite identifiés. Il y a eu la boxe aussi, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu pas mal de grands boxeurs corses. Mais bon, le cyclisme, il y a d'autres sports, si vous voulez, qui s'implantaient déjà ailleurs, qui ne se sont pas implantés aussi facilement que le football en Corse. C'est le côté latin et méditerranéen, si vous voulez, de la chose.
Justement, il n'y a pas d'aide à ce moment-là des mairies, peut-être des pouvoirs publics pour implanter d'autant plus le foot où on est encore finalement on jongle avec les moyens du bord. On est dans le bénévolat le plus absolu qui va durer très 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 longtemps. Je pense que c'est une des constantes du football en Corse, c'est que le bénévolat est une constante. Il y a une partie presque irrationnelle, passionnelle qui continue à surprendre nos observateurs de l'autre côté de la Méditerranée, c'est qu'en fait c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins conceptualisé sous le plan matériel. Regardez bien ce qui se passe encore avec les clubs en ce moment. C'est un défi à l'orthodoxie financière des fois de certains arbitres au sens économique du terme du football contemporain. Lucien Fell, donc demain on va continuer aussi à évoquer cette épopée du football corse. On va parler de la montée en puissance et on va faire un pas, on peut le dire, vers la professionnalisation. On a vu en tout cas ses prémices, on a vu ses premières figures, on a vu ses implantations aussi, on peut le dire, cette implantation du football, que ce soit dans le rural, que ce soit aussi dans les villes de Corse. Et demain on va parler évidemment de ces clubs historiques. À demain, merci. Bonsoir, nous sommes jeudi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Maître Lucien Fell. Bonsoir. Bonsoir. Alors hier, nous avons évoqué ces prémices de ce sport de masse, de ce sport identitaire aussi finalement qui est devenu le football corse. Est-ce que déjà donc dans ces années 50-60, on sent un glissement, on sent qu'il y a toute cette connotation identitaire qui se met en place dans le milieu du football? Tout à fait. Si vous voulez, j'ai parlé tout à l'heure des cadets corses. En fait, les cadets corses, c'était des années 50 jusqu'à 60, ça a duré plus longtemps. Après, il y avait d'autres éléments du football externe, donc des compétitions dans lesquelles les Corses étaient conviés, qui servaient de test pour montrer véritablement l'hyper-réactivité, sensibilité des Corses à cette expression. C'est-à-dire le football portait véritablement, c'était un vecteur puissant de l'identité corse. Lorsque Santucci a été promu au concours jeune footballeur, après, j'ai oublié tout à l'heure de vous expliquer qu'à un moment donné, on avait exporté des grands joueurs comme Boniface, qui est parti jouer à Turin, Dominique Colonne, Cornu, Vescoval, Tetar, Federici, Taliagos, c'est toute une série de joueurs qui sont partis jouer. Il y a les Corses qui étaient en grande partie encore à certains d'entre eux jouaient dans des grands clubs, et donc automatiquement c'était notre... D'ailleurs, il y a des supporters qui sont des gens qui sont devenus des supporters des clubs où ils jouaient parce qu'ils supportaient le Corse qui jouait dans le club en question. Alors, le problème, c'est que l'identité était sous-jacente à ce que le football véhiculait, et on s'est rendu compte, c'est un des facteurs les plus intéressants de cette rétrospective historique, c'est qu'en fait... Parallèlement à la société corse, lorsqu'elle évoluait sur le plan sociologique et politique, le football corse a servi de vecteur puissant à cette affirmation identitaire. Est-ce qu'il était d'avant-garde justement sur ces questions-là? Est-ce que finalement les premières banderes, on les a vues dans un stade de foot? C'est une question qu'on peut se poser. Oui, chaque fois que des équipes venaient jouer dans l'île, des grandes équipes, je crois qu'il y a une équipe autrichienne qui était venue après le stade de Reims, des grandes équipes venaient jouer dans l'île. C'était pour la Corse qui souffrait de cette absence de représentation, qui avait besoin d'être reconnue, de s'auto-affirmer, cette auto-reconnaissance qu'elle percevait en elle, mais qu'elle ne percevait pas du monde extérieur. Même cette discrimination qui venait un peu du monde du football, ça a été un phénomène très puissant de revendication identitaire. D'ailleurs, les drapeaux dans les tribunes... Alors, l'épopée du Gazélec qui ouvre le bal, effectivement, de l'émergence du football corse, c'est significatif. À Versailles, lorsque la Coupe de France, le championnat de France amateur est décerné au Gazélec, si vous retrouvez des photos d'archives, moi je me souviens, c'était véritablement un déferlement de drapeaux corse sur la pelouse du stade Montbron à Versailles. Et là, on est dans les années... on est dans quelle année, là, concrètement? 62. Voilà, on n'est pas encore dans ces années 70, justement, où la charge identitaire est forte. On est vraiment... Finalement, dans les années 60, où il y a des prémices, mais on n'y est pas encore. En plus, il y a une espèce de volonté de revenir sur une situation qui était une situation discriminatoire. Il a quand même fallu attendre que le président de la Fédération française de football soit corse, c'est le maître Thierry Zol,
que Jean Zuccari-Labastia, le père d'Émile Zuccari, qui était député maire et qui était président de la Ligue corse de football, fasse un véritable travail de fond pour que le championnat de France amateur soit ouvert au club corse. Ça, justement, on va en parler. Il y a toujours eu cette réticence, finalement, de s'ouvrir au football corse. Comment on peut expliquer que, finalement, on est freiné comme ceci des cas de fer? Parce que les clubs qui étaient venus jouer en Corse, il y avait quand même une réputation qui s'était mise en place d'une difficulté à venir gagner en Corse. C'était déjà pas facile, parce que d'abord, il y avait une volonté de vivre un match comme un véritable l'étalon de sa représentativité. Ça allait au-delà. Et Cahuzac a dit c'est les champions du monde de la fureur de vaincre. La grinta, comme disent les Espagnols, était vécue très fort dans l'île, puisqu'elle se vivait en cercle fermé, en introversion complète entre le nord, le sud et les clubs, même les clubs d'Ajaccio entre eux, les clubs de Bastia entre eux, le CAB, le Sporting, etc. Cette émulation interne qui tournait un peu en rond, parce qu'à mon avis, il fallait en sortir, la porte s'est ouverte, la fenêtre s'est ouverte, elle s'est ouverte, et le résultat a été rapide. Le résultat, c'est d'abord les cadets corses qui sortaient, donc c'était ça. Donc très rapidement, les clubs corses ont montré à l'extérieur que leur matrice était excellente. Et c'était souvent des gens... Donc, c'était, je dirais, des gens qui étaient issus du terreau local. Il y avait très peu d'emprunts extérieurs. Lucien Feli, merci. On se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine en votre compagnie. À demain, merci. Bonsoir, nous sommes vendredi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Maître Lucien Feli. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis le début de la semaine, nous parlons de la Corse et de son football. On a parlé des prémices d'une passion. On est encore dans ces années, finalement, où le football s'installe en Corse. On rappelle que l'ensemble des émissions de la semaine sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. On va parler aujourd'hui de ce particularisme du football corse. On a vu que finalement, pendant longtemps, le football corse a tourné, si on peut dire, en vase clos. On va parler des milieux, finalement. Est-ce que tout de suite, le football est un sport de masse, c'est un sport populaire? Est-ce que les joueurs sont issus, finalement, des couches populaires? Tout à fait. Le football en Corse, c'est comme dans le monde entier. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas le football. Je sais que des gens s'étonnent qu'il y ait une telle passion pour le football qui touche maintenant toutes les classes de la société. Les gens arrêtent. Moi, je connais un magistrat qui a arrêté des audiences de cour d'assises pour regarder un match. Et ça va jusqu'à tous les secteurs de la vie économique, politique et sociale. C'est planétaire. C'est planétaire, il n'y a pas qu'en Corse. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, en Corse, on a bien vu autour des années 60, c'était très, 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 très enraciné dans les villages. C'était le sport le plus partagé par tout le monde, quel que soit Et d'ailleurs, il n'y a pas de club qui incarnait une tendance politique plus qu'une autre. C'était un vecteur très intéressant d'expression de la société corse dans sa réalité sociologique, comme la Corse d'ailleurs, le sud de la Corse, où je dirais que les classes sociales étaient beaucoup moins apparentes qu'elles le sont aujourd'hui. Bon, ça, c'est un autre débat qui est sur le plan politique, sur lequel on pourra tous... Par contre, témoignage direct, quand la situation politique de l'Hexagone, retour à l'Hexagone après la fin de l'Empire, de la colonisation, les problèmes politiques commencent et les 61, 62, 63, nous sommes déjà, avec les étudiants en Corse, en place, l'Union nationale des étudiants en Corse, etc. On avait constitué une équipe qui s'appelait l'équipe de l'UNEC. On a fait le tour de la Corse pendant un été ou deux, avec des joueurs excellent, et on a donc pu tester dans l'île, ça se passait pendant tout l'été, les villages, la réalité du football dans tous les villages, et je peux vous dire qu'effectivement cette expérience-là, ceux qui l'ont vécu, ceux qui m'entendent, peuvent en parler à loisir, ça a été extraordinaire, parce qu'il y avait une prise de conscience qui commençait à être une prise de conscience, les étudiants corses arrivant des cantines, passant dans les villages, et en plus c'était au même moment où commençaient à s'émanciper quelques idées qui ont ensuite... qui ont eu la suite que vous connaissez. Finalement, on peut dire qu'il y a une mixité sociale dès le début dans le foot, puisque ça touche aussi bien donc les étudiants que les couches populaires, que voilà. Finalement, tout le monde est touché par ce phénomène. Tout à fait, c'est un facteur d'intégration évidente, et puis c'est surtout en Corse, il n'y avait aucune connotation sociale dans le football, c'était véritablement le sport du peuple corse. On va parler maintenant un petit peu, puisqu'on se retrouvera la semaine prochaine évidemment pour approfondir ce sujet du début de la professionnalisation du football corse.
Ça survient finalement à quelle époque ? Alors, ils sont tentés par l'aventure professionnelle. Le GFCA a été tenté par l'aventure professionnelle après que l'ACA et le Sporting l'aient fait. Et le Sporting et l'ACA, je crois qu'ils l'ont fait en 67, c'est-à-dire assez rapidement. Et avec des hauts et des bas, et surtout, l'ACA a eu une belle période, très très belle période. Le Sporting est un club qui a une longue expérience de la première division. Mais alors, ce qui a été extraordinaire, c'est quand l'ACA a ouvert le bal de la première division, parce que c'est l'ACA qui a été le premier club corse en première division, donc dans la catégorie, dans l'élite du football français. Avec des joueurs des grands joueurs qui sont venus jouer à Ajaccio, Baratelli, les noms Barou, etc. Une équipe qui était quand même très forte, qui a terminé 5e du championnat de France. Alors, après, la difficulté pour le Gazélec, c'est de rester un club amateur, et il a été tenté par l'aventure professionnelle avec des hauts et des bas. Et le professionnalisme en Corse, et là je renvoie à un débat qui a eu lieu sous l'égide du Lions Club, qui est cité dans une des préfaces d'un livre dont je vous citerai les références. Il y a eu un débat qui touchait l'éventuelle fusion de l'ACA et du Gazélec, dans lequel certains opérateurs importants du football corse se rendaient compte que le football corse allait effectivement perdre sa matrice initiale, celle dont je vous ai parlé, et devenir un football plus raisonné, on peut dire. Voilà, il allait s'ouvrir tellement que même les équipes allaient s'ouvrir complètement, ce qui peut presque se traduire aujourd'hui par une ouverture importante au monde du football extérieur. C'est-à-dire qu'un club devient un club, mais il n'incarne plus forcément l'ensemble des villages ou la région. Mais enfin, il a toujours le drapeau son identité. Lucien Fely, merci. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour continuer à évoquer cette épopée du football en Corse. À la semaine prochaine. Au revoir.